Allez, on plonge directement dans le vif du sujet avec un chiffre qui interpelle, 37%. À première vue, ça ressemble à une statistique médicale assez banale, non? Eh bien, détrompez-vous, c'est la prévalence de l'hypertension artérielle chez les adultes au Maroc. On parle de plus d'un tiers de la population adulte. Et le truc vraiment fascinant avec cette donnée, c'est qu'elle reflète presque au pourcent près ce qu'on observe dans le monde occidental. Pour vous donner une idée, la moyenne mondiale tourne autour de 33%, l'Europe navigue entre 35 et 45%, et les États-Unis sont à 42%. Le point de départ, cette fameuse maladie, est donc totalement universelle. Mais, comme on va le voir ensemble, c'est la suite de l'histoire qui change absolument tout. Bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on va décortiquer les données super intéressantes de l'analyse comparative de 2026 menée par le docteur Maghazli. L'objectif, c'est de comprendre comment l'hypertension, ce fameux tueur silencieux, se comporte de manière radicalement différente selon le système de santé dans lequel on évolue. C'est un vrai travail d'investigation clinique et épidémiologique que nous allons explorer. Alors, il faut se poser cette question essentielle d'entrée de jeu. Concrètement, ça veut dire quoi un taux de 37% pour la santé publique? En fait, ça nous indique que l'exposition au risque cardiovasculaire de base est bien là, à très grande échelle, exactement comme aux États-Unis ou en Europe. L'OMS comptait d'ailleurs près de 1,4 milliard d'hypertendus dans le monde en 2024. Donc on part tous sur la même ligne de départ. Mais voilà, avoir la maladie, c'est une chose. Savoir qu'on l'a et la traiter, c'est une toute autre histoire. Et c'est précisément là que le tapis se dérobe sous nos pieds. Sur le terrain, la réalité clinique nous raconte des histoires de systèmes de santé diamétralement opposés. Ce qui nous amène à notre première grande étape, le fossé du diagnostic. C'est vraiment ici que les parcours cliniques commencent à prendre des directions différentes. Pour bien comprendre ce décalage, il faut regarder ce qu'on appelle la cascade de soins. La toute première étape de cette cascade, c'est tout bêtement de savoir qu'on est malade. Aux États-Unis, par exemple, le système s'appuie sur des programmes de dépistage systématique très poussés. Le résultat ? 91% des personnes souffrant d'hypertension sont diagnostiquées. Il n'y a qu'une infime petite fraction de 9% qui l'ignorent. C'est un filet de sécurité clinique hyper serré. Chaque rendez-vous chez le médecin, chez le dentiste ou même parfois la pharmacie devient une occasion en or de capter la maladie très tôt. Et ça illustre brillamment le contraste saisissant avec la situation marocaine. Là-bas, on parle d'un taux effarant de 50% de la population touchée, qui n'a absolument aucune idée de sa condition. C'est énorme. C'est littéralement la moitié des hypertendus du pays qui vivent avec une bombe à retardement vasculaire sans le moindre diagnostic. Au niveau mondial, la moyenne des gens qui ignorent leur hypertension est de 44%. Le Maroc est donc au-dessus de cette moyenne et le retard par rapport au monde occidental, qui navigue entre 9 et 20% de non diagnostiqués, représente un déficit majeur en termes de santé publique. Et attendez, la suite du parcours est tout aussi alarmante. Parmi ceux qui ont la chance d'être diagnostiqués, la rétention s'effondre complètement. Seulement 30 à 40% reçoivent un traitement. Aux États-Unis, ce chiffre grimpe à 86%. Et le point le plus critique dans tout ça, à peine 10 à 15% des patients marocains arrivent à réellement contrôler leur hypertension, c'est-à-dire à maintenir leur tension sous la barre des 140 sur 90. En Europe, on tourne plutôt autour de 40 à 50%. C'est une véritable hémorragie tout au long de la chaîne de soins. Passons maintenant à notre deuxième partie, les particularités marocaines. On va regarder de plus près la génétique, l'alimentation et ce mode de vie en pleine mutation. Pour résoudre un problème aussi complexe, on doit absolument en comprendre le pourquoi. Et on fait face à une combinaison unique de génétique et de mode de vie qui crée une vraie tempête métabolique. L'analyse met en lumière des éléments génétiques spécifiques à la population maghrébine, notamment les polymorphismes des gènes CYP1A2 et NAT2. Si on ajoute à ça une explosion de l'obésité abdominale, surtout chez les femmes, et un taux de diabète chez les hypertendus qui frôle les 15 à 20% contre 10 à 15% aux États-Unis, le tableau se complique sérieusement. Le syndrome métabolique s'installe et il aggrave considérablement la situation clinique. Prenons un chiffre qui parle au quotidien, 9 à 10 grammes. C'est la quantité de sel consommée chaque jour en moyenne. La cuisine traditionnelle marocaine est magnifique, elle est riche en saveurs, mais elle est aussi extrêmement concentrée en sodium. Pour mettre ça en perspective, on est largement au-delà des recommandations de l'OMS. Alors oui, la consommation occidentale est aussi très élevée, souvent autour de 8 à 10 grammes, mais l'impact métabolique de ce chiffre au niveau local est tout bonnement dévastateur. C'est crucial de bien contextualiser ce point. La surconsommation de sel, c'est une crise mondiale. L'Occident n'est pas épargné par les aliments ultra-transformés. Mais la vraie différence, elle réside dans la riposte. L'absence locale de programmes agressifs de réduction du sodium, le manque de grandes campagnes de sensibilisation ou de régulation de l'industrie agroalimentaire, eh bien tout ça transforme cette habitude alimentaire en un moteur incontrôlé de l'épidémie. Le risque est universel, mais l'absence de bouclier préventif en fait une particularité locale vraiment dangereuse. Ce qui nous amène logiquement aux obstacles au traitement. On va parler de la dure réalité de l'accès aux soins. Laissons de côté les habitudes de vie un instant pour regarder la structure même du système de santé. Pourquoi, une fois le diagnostic posé, le taux de contrôle plafonne-t-il à 15%? Gérer une maladie chronique, ça demande un environnement médical capable de soutenir le patient sur des décennies. En comparant objectivement les deux approches, on observe deux mondes.
Aux États-Unis, sous les directives hyper strictes de l'AHA et de l'ACC pour 2026, on a un accès quasi universel via des assurances, un seuil d'intervention très agressif dès 130/80 pour les profils à risque et un suivi hautement protocolisé. En face, la réalité marocaine s'appuie sur une couverture de santé encore limitée via l'AMO ou le RAMED, un suivi médical globalement peu structuré et un recours très rare aux bithérapies initiales. C'est la différence entre une machine de soins calibrée au millimètre et un parcours semé d'embûches. Le point crucial, c'est cette notion d'automédication. Attention, on ne parle pas juste d'aller chercher une aspirine. On parle de patients qui achètent et gèrent leur traitement antihypertenseur chronique directement avec leur pharmacien, sans ordonnance ni véritable suivi d'un médecin traitant. Ajoutez à ça le fait que le coût des médicaments reste un frein colossal pour les ménages à faible revenu, et on comprend tout de suite pourquoi les patients lâchent prise si vite. Le système repose presque entièrement sur les épaules et le portefeuille du patient lui-même. Heureusement, on a des solutions. On passe au plan d'action, avec des stratégies basées sur les données pour combler ce fameux fossé. Face à ce constat implacable, l'analyse du Dr Omghazli ne fait pas que souligner les problèmes, elle propose de vraies solutions systémiques. L'idée, c'est de s'inspirer des réussites internationales. Parmi les actions immédiates, il y a le dépistage opportuniste. La consigne, c'est de prendre l'attention à chaque contact médical. Point final. Ensuite, il faut faire sauter la barrière du coût, en subventionnant les antihypertenseurs génériques essentiels ou en les rendant gratuits. L'analyse plaide aussi pour une mesure forte, la taxation du sel de table et sa limitation dans les produits transformés. Et pour couronner le tout, une meilleure formation des médecins généralistes aux directives internationales et un vrai déploiement de la télémédecine permettraient de complètement restructurer la prise en charge. Mais pour piloter tout ça, on a un besoin vital de données. Actuellement, l'urgence est bien réelle. La dernière grande enquête nationale, l'enquête STEPS de l'OMS, remonte à 2011. Étape 1, il faut lancer immédiatement une nouvelle étude de prévalence. Étape 2, il faut générer de vraies données contemporaines sur l'adhérence et les taux de contrôle. Et étape 3, évaluer de manière exhaustive le coût économique que représente cette hypertension non contrôlée. C'est logique, on ne peut pas réformer efficacement ce qu'on ne mesure pas correctement. Ce qui nous amène à une réflexion finale un peu provocatrice pour clôturer ce décryptage. Avec l'augmentation fulgurante des facteurs aggravants comme l'obésité et le diabète de type 2, la pression sur le système de santé ne va faire que s'intensifier. La grande question, c'est de savoir si cette infrastructure aura la capacité de s'adapter, d'implémenter ce fameux dépistage de masse et ce suivi structuré assez rapidement. C'est littéralement le défi de toute une génération pour éviter que cette maladie invisible ne devienne une crise cardiovasculaire globale et cette fois-ci tragiquement visible. Voilà de quoi nourrir notre réflexion. Merci de nous avoir suivis dans cette exploration passionnante.